Bonjour à tous. On va pas tarder à démarrer le webinaire. On attend encore une petite minute le temps que les éventuels retardataires se connectent. Et puis on démarrera. Bon, je vous propose peut-être de démarrer. Je pense que ça me paraît bien, il n'y a plus trop d'activité, j'ai l'impression que la majorité des gens se sont connectés. Bon, bah, très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous alors. Et donc, bienvenue à ce webinaire organisé par Systène avec notre partenaire Use sur le thème de la facture électronique. Alors, j'aurai le plaisir d'être accompagné par Grégory Mignon de Use tout au long du webinaire. Et il nous fera une démonstration d'Invoice Hub. On aura l'occasion de nous présenter en plus en détail d'ici quelques instants. On aura aussi avec nous Laura Gostin, qui est l'organisatrice de l'événement, qui Bonjour à tous. sera avec nous pour l'avenir. Petite question avant de démarrer, est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez bien et que vous entendez bien ce qu'on vous dit? Vous pouvez faire un commentaire dans le champ message. On s'assure que tout va bien. Alors j'ai 0 message. Pour l'instant, il n'y a pas de message, effectivement. C'est tout bon. C'est bon tout bon? Oui. Alors allons-y. Du coup, au programme, qu'est-ce qu'on va avoir? On va faire un point sur les principaux éléments que vous devez avoir en tête concernant la réforme. Après, on présentera les principales étapes à suivre pour anticiper au mieux cette réforme. Puis, nous aborderons les principales briques technologiques indispensables à l'ère de la facture électronique. Après quoi, Grégory Mignon nous fera une démonstration de la solution Invoice Hub by Use. Et puis enfin, on pourra répondre aux questions éventuelles que vous avez. Alors, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau dans le champ commentaire, justement, et on tentera autant que possible d'inclure nos réponses au fil du webinaire. Donc, je me présente. Je m'appelle donc Guillaume Dominjon et je suis directeur offre et technologie de la société Systène. Donc, Systène, c'est le nouveau nom de la société Spigraph depuis un peu plus d'1 an. Et c'est un distributeur à valeur ajoutée et un intégrateur de solutions de transformation digitale documentaire depuis 26 ans maintenant. Alors, on propose des solutions sur l'ensemble du cycle de vie du document, que ce soit la capture et le traitement des flux entrants, avec notamment la capture et l'extraction de données documentaires ou le traitement des factures fournisseurs, le sujet du jour, la collaboration et la vie de l'information, via entre autres des solutions de gestion électronique de documents ou de circuits de validation, et puis tout ce qui est fin du cycle de vie documentaire, par exemple via des solutions de signature électronique, d'archivage, ou encore de gestion de courrier sortant. Donc notre ambition chez Système, c'est vraiment de servir de courroie de transmission entre nos clients d'un côté et nos partenaires de l'autre. Et notre activité s'étend sur tout le territoire français, avec une présence locale, mais également au Maghreb et en Afrique francophone. On a actuellement un peu plus de 100 collaborateurs et on a un chiffre d'affaires en 2022 de 20 millions d'euros sur la France. Grégory, je te laisse te présenter du coup aussi. Très bien, donc merci Guillaume. Donc je suis Grégory Mignon, je suis product évangéliste. Je suis entré chez Use en 2016 et j'ai accompagné les cabinets d'expertise comptable, les entreprises, puis plus récemment nos partenaires. C'est pour ça qu'on co-anime effectivement ce webinaire ensemble avec Guillaume. Je suis rentré en 2016, donc j'ai connu la croissance également fulgurante de Use, puisqu'on est passé aujourd'hui à 5000 clients, donc Use solution d'automatisation et de dématérialisation des factures, hein, avec 300 000 utilisateurs aujourd'hui de la solution, 200 000 sociétés gérées à travers 2 éditions, une édition entreprise dont on vous parlera aujourd'hui et une édition expert qui permet de faire la tenue de compte des entreprises. C'est pourquoi vous voyez 200 000 sociétés à travers les 5 000 clients qui comptent également des cabinets. Ça nous permet de rayonner à partir de ces entreprises sur plus de 40 pays, puisqu'il y a des groupes internationaux, d'avoir 200 millions de documents qui ont été traités aujourd'hui dans Use, avec 250 formats de connecteurs. Donc des connecteurs, c'est ce qui permet de s'interfacer avec vos outils, ERP, outils de trésorerie, outils de GED, outils de gestion de manière globale. Et pour être toujours à la pointe de la technologie, on réinvestit 25% de notre chiffre d'affaires en R&D. Use, c'est une solution qui est née en 2010 de l'idée de généraliser un accès à la dématérialisation grâce au SaaS. Et j'en oubliais que c'était moi qui devais faire tourner la C'est slide. à toi, effectivement. La Voilà. slide et de Euh, continuer.
Exactement. Donc, on voulait vous parler effectivement, comme le disait Guillaume dans l'agenda, de la réforme de la facture électronique 2024 pour comprendre effectivement comment vous préparer à aborder celle-ci. Donc, un petit rappel sur ce qu'est la facture électronique. Évidemment, la facture électronique, vous vous en doutez, si on parle de réforme, c'est pas le simple fichier PDF qu'on connaît et qu'on peut envoyer de temps en temps par email, qui s'est généralisé d'ailleurs, mais c'est vraiment le flux qu'on appellera e-invoicing, c'est-à-dire que c'est une facture dématérialisée effectivement de bout en bout. Donc, ce n'est pas une facture qui est numérisée ou qui a été convertie en PDF, c'est vraiment une facture numérique dès le départ qui répond à un format socle de l'administration, c'est-à-dire UBL, FactureX ou C2I. Et l'étape de création, d'envoi et de réception et d'intégration de la facture dans la comptabilité sont 100% dématérialisées. Donc, on va revenir sur le fonctionnement de ce flux qui va passer désormais dans les mains de l'administration et qui vous permettra ensuite de récupérer cette facture ou de l'envoyer par le biais effectivement du portail public de facturation. Donc la facture électronique, c'est une facture qui s'intègre dans un processus qui est défini par le cadre de la réforme de la loi finance 2020-2021 sur laquelle on va revenir. Quelles sont les garanties de ce format? C'est de garantir l'authenticité de l'origine, qu'il n'y ait pas pu y avoir de modification, que la véracité de la transaction est certaine. Le contenu est inaltérable et non modifiable, donc il n'y a pas pu y avoir de fraude vis-à-vis de la facture. Et elle a été transmise d'un point A à un point B du fournisseur au client sans risque d'altération entre les deux canaux. Et enfin, c'est une lisibilité pour tous, puisque c'est un format qui est standardisé. Donc, tout le monde doit être en mesure de le lire, que ce soit par son outil, par un acteur, comme Use pourra l'être en tant que PDP, on reviendra sur l'acronyme PDP, ou que ce soit par le portail public de facturation. En tout cas, ça sera lisible à la fois par vous, votre fournisseur et l'administration, avec une garantie effectivement d'intégrer toutes les informations nécessaires au traitement de cette facture. Donc l'objectif de la réforme, évidemment, je ne vous apprends rien, c'est de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. On parle de près de 20 milliards en fait d'euros à récupérer par l'administration. Donc évidemment, ce processus va servir à mieux retracer les échanges de TVA pour mieux les collecter et les réclamer auprès des fournisseurs. L'objectif de la réforme secondaire, malgré tout, puisqu'il y a un avantage également pour les entreprises à l'utiliser, c'est de diminuer le temps passé au traitement de la TVA et donc diminuer les coûts déclaratifs en facilitant sa déclaration, puisqu'il y aura une proposition de pré-remplissage, l'administration aura récupéré une partie de vos données, vous ne serez pas obligé de courir effectivement après toutes les informations, vous pourrez comparer ce que l'administration a et ce que vous avez envisagé de déclarer, pour être sûr qu'il n'y ait pas de différence trop importante. Le troisième point, c'est de réduire les coûts pour une amélioration de la compétitivité, diminuer les coûts déclaratifs. Ça permet de replacer le coût qu'on n'aura pas sur cette partie-là sur d'autres choses plus stratégiques. Donc, peut-être du cost killing, de la rationalisation des coûts, de la stratégie, de l'optimisation de trésorerie et passer du temps effectivement à optimiser la santé financière de son entreprise. Quatrième point, c'est améliorer la connaissance de la conjoncture pour l'administration de manière à pouvoir aider les entreprises qui en auront besoin. On l'a vu effectivement sur la période Covid, l'administration a aidé les restaurateurs parce que les établissements étaient fermés. L'idée, c'est de se dire que s'il y a un secteur d'activité, un moment où je prends une cartographie de l'économie en France et que j'ai besoin de soutenir cette activité-là, je vais pouvoir avoir une vision tout de suite représentative des secteurs qui ont besoin d'aide peut-être de l'État. Et puis, d'une manière un petit peu plus opposée, si j'ai au contraire un secteur d'activité qui fonctionne très bien, qui rayonne et qui peut-être s'en sort mieux que dans d'autres pays, c'est l'occasion pour l'administration, pour l'État, de faire valoir effectivement cette compétence à l'international et donc d'avoir une cartographie comme ça de la santé économique de la France. Les bénéfices attendus pour les entreprises, donc si on résume, c'est une réduction des coûts de traitement de factures, et une réduction des litiges liés au délai de paiement avec une meilleure traçabilité entre le moment où la facture a été mise et le moment où le paiement est reçu. Qui est concerné par cette réforme? Toute société qui est établie en France, dont le siège social, la filiale ou l'établissement est situé dans ce périmètre géographique. Il faut être évidemment assujetti à la TVA. Si vous êtes une association sans but lucratif où il n'y a pas d'activité commerciale et que vous n'êtes pas redevable de la TVA, vous n'êtes pas concerné. En revanche, si vous êtes un micro-entrepreneur assujetti à la TVA, même si vous n'en payez pas, vous êtes assujetti à la TVA puisqu'elle se déverrouille à un certain nombre de chiffres d'affaires. Donc, vous êtes concerné également par cette réforme et on va le voir dans le calendrier à quel moment vous vous situez dans l'émission. Et être évidemment en
fonctionnement B2B, en transaction B2B, de professionnel à professionnel. Donc, cette réglementation ne concerne que les transactions entre professionnels français. Toutefois, les transactions, on y reviendra, B2B international, sont soumis à autre chose que la facture électronique, à du e-reporting, et ça vous sera détaillé dans la slide suivante. Guillaume, je te donne la main peut-être pour justement présenter le calendrier et parler de ces deux dispositifs. Tout à fait. Donc le calendrier, il y a deux dates principales à connaître. La première grande date, c'est le 1er juillet 2024. Donc ça, c'est la date à laquelle les grandes entreprises doivent être en position d'émettre des factures électroniques. Et donc ça a un impact très important, c'est que ça veut dire que toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA devront être en mesure de recevoir ces factures électroniques. Concernant l'obligation d'émission des factures électroniques, ça dépend de la taille de votre entreprise. Donc 1er juillet 2024, grandes entreprises, 1er janvier 2025, les ETI, et le 1er janvier 2026, les PME, TPE et micro-entreprises, toujours pareil, assujetties à la TVA. Donc, précision importante quand même, c'est que cette appréciation concernant la taille de l'entreprise, elle se fait au niveau de l'entité légale et non du groupe, ce qui a comme conséquence qu'on peut avoir des entrées en vigueur qui peuvent être progressives en fonction des entités d'un même groupe. Je te laisse passer peut-être au slide suivant. Donc, concernant il y a en fait deux dispositifs. Le premier qui concerne donc les relations entre deux entreprises assujetties à la TVA en France, donc c'est le e-invoicing ou échange électronique de factures. Donc là, la facture elle va être adressée en même temps au client et dans le même délai à l'administration fiscale, qui va donc récupérer un deuxième original de la facture et qui donc prendra connaissance des données de facturation. Et puis, il y a un deuxième volet de la réforme qui est très important aussi, qui s'appelle le e-reporting. Donc ça, c'est l'obligation de transmission non pas des factures, mais de données complémentaires de transactions, soit entre un assujetti français et un non assujetti français. Alors par exemple, ça peut être une facture de téléphone envoyée à une association, par exemple, soit entre un assujetti français et un étranger. Donc, dans les deux cas, ces dispositifs ils consistent à alimenter l'administration fiscale en données de facturation et de paiement en temps réel ou de manière périodique, puisqu'en fait, pour la partie en fonction de votre régime d'imposition à la TVA, la partie e-reporting, vous aurez à transmettre des informations entre 1 et 3 fois par mois. Grégory, je te laisse peut-être continuer sur le slide suivant. Exactement, désolé, j'étais en train de réactiver le micro que j'avais fermé pour te laisser voilà, un peu de silence. Donc la facturation électronique 2024-2026, elle est reliée à un schéma qu'on appelle le schéma en Y en France. Il y a d'autres formats de schéma, il y a du U, il y a du X également, il me semble. Donc suivant les pays, puisque la réforme a vocation à être européenne. L'Italie a démarré, la France continue, l'Espagne est en train de prendre la tendance. Et puis la Belgique et la Suisse sont en train de le mettre en place sur le secteur public et ça se généralisera à terme sur le secteur privé dans ces pays. Nous concernant, le schéma Y adopté va vous permettre de gérer la facture électronique de plusieurs manières. Donc il y a plusieurs acteurs, il y a les entreprises évidemment, qui sont les vendeurs et les acheteurs, puisque vous pouvez être à la fois fournisseur et client. Équipé ou non d'une solution de dématérialisation. Et on va voir dans quelle mesure vous pouvez utiliser effectivement le portail public et dans quelle mesure les outils vont pouvoir s'interconnecter. Et le portail public de facturation, qu'on appelle le PPF, donc comme acronyme, c'est l'opérateur public de l'État qui est gratuit et qui offre un support minimum de services qui va permettre les échanges de factures. Donc, il suffira de vous connecter pour émettre une facture ou pour recevoir une facture ou pour mettre à jour le statut. Quand je dis il suffit, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas effectivement de prendre un quelconque outil supplémentaire ou d'adhérer à quoi que ce soit, mais toutefois, si vous avez un gros volume de factures, le fait de vous connecter à chaque fois pour les récupérer n'est pas forcément fluide, de la même manière que si vous devez indiquer le statut de chacune de vos factures et vous connecter au portail public de facturation, c'est pas très fluide. Donc, ça sera adapté, ce PPF, ce portail public de facturation, aux petites entreprises, aux petits artisans. Pour les entreprises qui ont un certain volume, nous, on part du principe qu'à partir de 20-50 factures par mois, il sera utile effectivement d'avoir un outil. Il faudra à ce moment-là passer plutôt par un acteur PDP. Donc, première possibilité, je suis une entreprise A, j'émets à une entreprise B, je dépose ma facture sur le portail public de facturation, sur le PPF, et si l'entreprise B souhaite la récupérer, elle se connectera à ce moment-là sur le portail public de facturation. Et le PPF a bien entendu comme but principal de transmettre les données collectées de TVA à travers la récupération des factures
à l'administration fiscale pour pré-remplir la déclaration de TVA. Quand je dis pré-remplir, ce ne sera pas un pré-remplissage au début, ce sera une proposition de remplissage que vous fera l'administration à travers les données collectées. Donc, transmission des factures, effectivement, directement par le portail public de facturation. Autre possibilité, je suis une entreprise C, j'ai une PDP, donc j'ai un acteur privé. Je ne suis pas obligé de venir me connecter sur le portail public de facturation et déposer la facture. Je peux utiliser ma PDP, ma plateforme de dématérialisation partenaire, qui pourra se connecter à mon outil de facturation. Et l'outil de facturation enverra toutes les factures en masse, globalement PDP, qui les enverra en masse sur le PPF aux différents clients qui sont destinataires de votre facture. Et votre client pourra soit se connecter au PPF s'il n'a pas lui-même de PDP. Si l'entreprise a une PDP, elle pourra récupérer la facture de manière complètement transparente et automatique par sa propre PDP. Et l'avantage, c'est que si le vendeur et l'acheteur ont tous les deux une PDP, il va pouvoir se passer un échange de statuts supérieur aux 4 statuts obligatoires de la réforme et je pourrais échanger jusqu'à 14 statuts de traitement de ma facture. Donc, savoir ce qui se passe chez le client et moi, client, transmettre ces informations au fournisseur et pouvoir de cette manière-là interopérer de manière complètement transparente et dynamique. Autre possibilité également, je peux avoir un opérateur de dématérialisation qui n'est pas une PDP, par exemple un outil de facturation qui n'a pas vocation à être PDP, mais qui est opérateur de dématérialisation, c'est-à-dire qui pourra s'interconnecter avec une PDP. À ce moment-là, on verra sa facture à la PDP qui enverra au PPF ou au PDP de l'acheteur. Et à ce moment-là, je pourrai profiter donc de tous les services que propose une PDP. On va y revenir vers quelques slides vers la fin, avant la démo, sur tout ce que peut vous apporter effectivement une PDP. Voilà. Et pareil en réception, je peux avoir un opérateur de dématérialisation, par exemple un outil comptable qui n'est pas interopéré, qui n'est pas connecté au PPF pour récupérer les factures, mais qui pourra passer par une PDP. Donc la PDP pourra interopérer avec vos outils existants. Et l'idée, c'est de fluidifier tous les flux et de les automatiser, surtout pour vous faire gagner du temps et vous offrir des services complémentaires. Je redonne la main, Guillaume, peut-être. Je vous propose de répondre à quelques questions avant de passer aux étapes. Très bien. Puisqu'on a Cédric qui nous demande donc comment seront traitées des factures émises ou reçues vers ou de l'étranger, hors Union européenne. Alors, c'est le dispositif dont a parlé Guillaume, qui est le e-reporting. Je ne sais pas si tu veux revenir dessus, Guillaume. Je peux revenir rapidement dessus. En fait, dès que ça vient de l'étranger, par essence, ce n'est pas soumis à la réforme. Ça veut dire qu'il y a deux choses. La transmission, va dire l'échange des factures en tant que tel, il ne change pas par rapport à maintenant. Donc, si vous avez de l'échange électronique, pourquoi pas. Si vous avez du papier, ça va très bien aussi. La seule différence, par contre, c'est la partie donc e-reporting. C'est ce que moi, entreprise française assujettie, je vais devoir transmettre comme information à l'État via donc ma PDP ou PPF. Donc, mais voilà, mais en tant que tel, c'est cette partie e-reporting uniquement qui est bien inclus dans la réforme concernant les transactions avec l'étranger. Exactement. Donc, c'est une concaténation, une agrégation en fait de toutes les transactions que vous avez réalisées en un fichier à transmettre, comme le disait Guillaume, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois par trimestre en fonction du régime fiscal. Et donc, ça vaut pour l'international et ça vaut également pour les transactions avec des clients particuliers. Donc, si vous êtes un magasin et que vous avez des clients qui sont des clients particuliers, magasins de vêtements ou restauration, vous ferez votre facture à votre client de manière traditionnelle et en fin de journée ou en fin de semaine ou en fin de mois, vous prendrez les transactions du ticket Z, ça sera transmis à votre PDP qui fera à ce moment-là la consolidation du reporting et qui pourra le transmettre à l'administration. Et si par contre vous faites une transaction avec un professionnel, vous êtes restaurateur, vous recevez un groupe d'entreprises, il faut facturer l'entreprise, là ça rentre dans le e-invoicing. Donc, vous pourrez avoir des mixtes e-invoicing, e-reporting. C'est là où les PDP sont utiles parce qu'elles feront le pont entre les deux et transmettront à la fois le invoicing et à la fois le reporting et se chargera de faire la distinction entre les deux. Parfait, merci. Et une dernière question. Donc, si je suis soumis à la TVA et que je dois envoyer des factures à un non soumis, comment ça se passe? Où est-ce que je dois l'envoyer? Alors, il n'y a pas d'obligation à passer par du e-invoicing, du coup, mais vous l'aurez peut-être compris à travers mon explication, par du e-reporting. Moi-même, étant assujetti à la TVA, étant en émission, donc dans le cadre de la réforme, et vu que je m'adresse à quelqu'un qui n'est pas assujetti à la TVA, donc l'équivalent d'un particulier,
je serai dans l'obligation malgré tout de faire figurer la transaction dans le e-reporting. Bon, du coup, Parfait, merci. J'ai l'impression qu'il y en avait encore d'autres, mais, mais il Je faut pense qu'on qu'on pourra les avance un poser à la fin Ouais, donc, lors de la il y session aura tout à faire. questions-réponses. celles qui sont très contextuelles, on peut les prendre effectivement, et puis celles qui peuvent attendre la fin, on les prend à la fin. Donc, du coup, on va parler maintenant des 8 étapes qui vous permettent qu'il faut suivre pour dématérialiser vos traitements de factures et vraiment dans le contexte d'anticipation de la réforme. Donc, la réforme, il faut comprendre que ça va venir vraiment bouleverser les process et les habitudes des entreprises. Pourquoi? Parce que premièrement, il y aura plus d'échanges de factures directes entre fournisseurs et clients. Donc, Grégory vient de le présenter. On parle donc de schéma en Y. Donc, je passe forcément par le PPF, par une PDP, par un OD. Et donc, ça veut dire que même pour les entreprises qui échangeaient déjà des factures de façon informatisée, par exemple via EDI fiscal, elles devront choisir et mettre en place des liens avec donc ces fameux PDP, OD, PPF. Et donc, ça nécessite ça, une mise à jour des flux informatiques et des processus. Et puis aussi, ça va venir bouleverser les process et les habitudes. Pourquoi? Parce que certaines données deviennent clés. Typiquement, le sirène, qui est très souvent mal renseigné dans une base de données, il devient essentiel pour le bon routage de la facture. Parce que aussi également, comme disait Grégory tout à l'heure, on va gérer des statuts, donc des statuts obligatoires, au moins 4. Et donc ces statuts-là, ça veut dire que si jamais je dois pouvoir les communiquer au PPF, au PDP, à mon client ou à mon fournisseur, ça veut dire qu'il faut que je sache les gérer en interne dans mon SI. Et donc ces deux éléments montrent que quelle que soit votre taille, quelle que soit votre on va dire avancée en termes de dématérialisation documentaire au sens large, vous êtes concerné par cette réforme, et aussi bien en interne qu'avec vos partenaires externes. Donc voilà, très bien. Et donc les 8 étapes, quelles sont-elles? Donc la première, mettre en place un système de gestion dématérialisée des factures, c'est très bien, mais on ne doit pas oublier que ce sont des personnes qui vont l'utiliser. Et ça suppose d'impliquer tous les acteurs. Donc en intégrant les services internes à la réflexion, pour prendre en compte leurs besoins, leurs attentes, et ça c'est vraiment essentiel pour l'appropriation rapide des outils par les équipes. Et puis aussi en dialoguant avec les interlocuteurs externes. J'en avais parlé un tout petit peu juste avant, s'assurer que les fournisseurs et partenaires ils soient en mesure de traiter les factures électroniques. Et ça, c'est aussi une occasion de renforcer la relation que vous avez de confiance et de proximité avec ces différents acteurs. Deuxième étape, c'est effectuer un audit du cycle de facturation avec l'ensemble des acteurs. Donc en fait, c'est un état des lieux des pratiques internes. Donc, il va falloir regarder les spécificités de votre entreprise et des clients et des fournisseurs. Donc, est-ce que vous faites des factures de biens, de services, de l'autofacturation, des factures d'acompte, des factures internationales, etc. Vérifiez aussi, important, les éventuels écarts avec l'orthodoxie comptable et fiscale, puisqu'on sait qu'il y a des choses qui sont un peu tolérées dans certains cas et qui le seront nettement moins dans ce contexte beaucoup plus normé. Donc, je pense aux relevés valant facture, aux factures d'acompte qui ne sont pas forcément toujours gérées de façon fiscalement irréprochable. Regardez aussi tout ce qui est volumétrie, qui est important aussi pour bien choisir derrière comment vous allez fonctionner. Et de façon générale, faire un recensement exhaustif des processus de facturation entrantes et sortantes, des acteurs et des cas d'usage. Donc, avec ces process, acteurs et cas d'usage, vous aurez vraiment le périmètre complet de votre activité liée à la facture électronique et donc la marche à franchir, plus ou moins haute, pour être prêt dans les temps. Étape 3, bien choisir son prestataire. Donc, c'est souvent conseillé de faire appel à un prestataire. Donc oui, on prêche pour notre chapelle, bien sûr, mais l'important, c'est aussi que le prestataire a un œil extérieur qui va permettre de mieux mettre le doigt sur certains sujets qui peuvent un petit peu faire mal et où on peut optimiser là où peut-être que vous, ayant le nez dans le guidon sur l'activité au jour le jour, c'est un petit peu moins évident. Et puis, c'est également généralement nécessaire pour installer et configurer le meilleur logiciel et former les équipes à son utilisation. Et ça va garantir une meilleure adaptation des solutions, ça va garantir leur compatibilité avec les systèmes d'informatique en place, qui est essentiel, et puis surtout la conformité légale des factures numériques générées par le logiciel. Étape 4, ça va être le fait de cartographier et de simplifier avec le prestataire retenu les process liés à la facturation. Donc vous aurez déjà fait pas mal de travail dans l'étape précédente d'analyse du cycle de facturation. Et donc là, avec les acteurs clés, c'est aller dans le détail pour voir comment fonctionnent les processus, est-ce qu'ils sont efficaces ou pas, comment est-ce qu'on peut les optimiser, et en gardant en tête un élément essentiel qui est la simplicité. Ça veut dire que surtout si vous êtes une société qui a un petit peu de bouteille,
et qui fonctionne depuis pas mal d'années, vous avez forcément empilé les couches à un moment donné de process, d'outils, etc. Et le fait de se poser ces questions-là à ce moment-là et de se dire comment est-ce que je peux simplifier, c'est forcément une grande source d'optimisation. Et donc, en s'appuyant aussi sur votre prestataire qui va vous aider à respecter les bonnes pratiques standards qui sont proposées par les outils. Étape 5, nettoyer et structurer les bases de données. Puisque on en parlait tout à l'heure, donc ces données, il faut qu'elles soient certaines, sont essentielles au bon fonctionnement de la facture électronique avec les différents acteurs. Et donc, il faut s'assurer qu'elles soient rigoureusement organisées. Ça veut dire aussi qu'il faut identifier toutes ces sources de données à chaque étape des processus, et puis éventuellement les dossiers d'archives et le rôle de chaque personne pour s'assurer vraiment qu'on maîtrise l'ensemble des données. Étape 6, toujours les données, mais l'anticipation de la reprise. Puisqu'en fait, on peut avoir un outil extraordinaire, des process très bien définis. Simplement, si jamais vous n'avez pas de données correctes qui sont rattachées dedans, ça ne sert absolument à rien. Et en général, sauf pour les sociétés qui viennent de se créer, vous allez partir d'un existant. Et donc ça veut dire qu'il est nécessaire de définir des données et des documents à reprendre, pour des raisons qui soient légales, réglementaires, opérationnelles, et ceux qui n'ont peut-être pas d'intérêt. Ça veut dire que stocker pour stocker, en fait, ça ne sert à rien, ce sera plutôt source d'ennui qu'autre chose. Et puis donc nettoyer ces données pour se débarrasser des doublons, corriger des informations qui seraient erronées, et intégrer des informations qui seraient potentiellement manquantes. Étape 7, c'est former. Ça, c'est essentiel. Donc, vous l'aurez engagé dès le début avec l'intégration de tous les acteurs dans la réflexion. Mais qui dit intégrer dans la réflexion dit pas former tout le monde. Et donc, ça veut dire quoi? C'est donc les key users, bien sûr, donc utilisateurs clés, mais c'est aussi les opérateurs de facture qui n'ont pas forcément été formés en amont. Et tous les autres métiers aussi qui sont impactés, même de façon plus indirecte. Donc, on peut penser au service juridique, par exemple, pour tout ce qui est clause contractuelle à mettre à jour. On peut penser à l'ADV ou au recouvrement, parce que si les personnes en charge de ces éléments-là, ils ne connaissent pas bien les statuts et comment ça marche, ça risque de poser des problèmes opérationnels au quotidien. Et puis aussi, pourquoi pas les équipes marketing, parce qu'il y a certaines sociétés qui utilisent la facture comme un support de relation client, et donc ça veut dire que ça a un impact pour eux qui est important de comprendre comment fonctionne la réforme. Et enfin, dernière étape, évaluer et évoluer. Donc ça, un logiciel, ça reste un outil, quoi qu'il en soit. Et donc, il doit être régulièrement évalué pour s'assurer de son efficacité premièrement, de son adaptation aux besoins et à l'environnement de votre entreprise. Puisqu'en fait, vous allez le mettre en place à un moment donné, forcément, vous allez l'utiliser, vous allez vous adapter un petit peu, le marché va changer autour, et donc il est important régulièrement d'évaluer que mon outil correspond bien à mes besoins. Et puis en plus, parce que ces logiciels, ils s'enrichissent très fréquemment de nouvelles fonctionnalités, et donc c'est souvent très intéressant pour vous de voir ce qui se passe et de voir comment compléter et améliorer l'efficacité de vos processus. Je vais peut-être repasser la main Grégory sur la suite. Ok, merci beaucoup Guillaume. On va parler effectivement de technologie et voir quelles sont les fonctionnalités qu'il faut adopter pour passer effectivement à l'ère de la facturation électronique qui va donc se généraliser. Donc pour toutes les entreprises, évidemment, il va être essentiel de passer à la dématérialisation de ces processus pour pouvoir recevoir notamment les formats obligatoires dès 2024 et puis pour être dans une logique effectivement de format électronique. Il est assez logique également d'être sur des processus de validation également électroniques et puis de continuer à traiter les flux hybrides. Donc, c'est-à-dire que la capture omnicanal, même si en 2026, tout le monde émettra et recevra de la facture au format électronique déposée sur le PPF ou à travers effectivement des opérateurs, il n'en reste pas moins que des factures issues de fournisseurs étrangers, tels que des formats papier ou des formats PDF simples, continueront à subsister puisque les pays en dehors du scope européen ou France ne seront pas concernés par la réforme. Donc, il faudra pouvoir continuer à capturer ces formats. Donc, jusqu'en 2026, on aura une hétérogénéité des formats entre le format socle de la réforme et les formats habituels qu'on avait l'habitude de traiter. Et au-delà de 2026, ce seront les formats liés aux interactions avec des acteurs en dehors de l'Hexagone. Ensuite, eh bien, le traitement automatique, il est important également d'avoir des outils qui puissent extraire les données de factures clients pour pouvoir continuer à automatiser les factures comme on peut le faire aujourd'hui avec un outil de dématérialisation. Ce n'est pas l'administration qui va indiquer le compte comptable que vous souhaitez récupérer, c'est bien vous qui devrez le faire. Et avec des outils de machine learning, on peut continuer à automatiser, rapprocher des factures sur commande et orienter évidemment vers les bons processus. Le contrôle des données également, notamment en émission. Par exemple, l'APDP
de use, hein, puisqu'on a vocation à être PDP, comme je disais. L'idée, c'est que si je n'ai pas d'outil pour émettre mes factures, on le fasse pour vous. On contrôle, comme le disait Guillaume, qui est bien toutes les mentions obligatoires, donc les 4 nouvelles mentions obligatoires à partir de 2024. Donc sirène du client, type de bien, type de TVA, et j'ai oublié la 4e, je crois que c'est le site de destination, mais on pourra y revenir. Donc, contrôle des données, règles de validation, contrôle des doublons, être sûr également qu'on n'a pas déjà reçu la facture par un autre moyen. Contrôles obligatoires, est-ce que j'ai bien tout mon analytique que je souhaite? Est-ce que j'ai bien les informations concernant le projet, le budget pardon, que j'impute sur un projet? Donc tout ça, c'est un outil qui devra continuer à le faire, hein. Ce n'est pas l'administration évidemment qui le fera à notre place. Et puis l'interopérabilité, être capable, si j'automatise effectivement tout le traitement comptable à partir des factures récupérées automatiquement via l'administration, pouvoir le transmettre à mon ERP. Si je gère de la trésorerie avec un outil de BI qui fait de la prédiction, pouvoir continuer à envoyer les informations que là, je vais avoir pour le coup en temps réel, hein, avec une PDP. La PDP, dès qu'une facture est disponible, elle va la récupérer, elle va la mettre sur votre tableau de bord, elle va être disponible pour traitement. Donc, ça veut dire que mes données financières, je les aurai systématiquement en temps réel, en tout cas dans le scope France. Donc ça, c'est un autre point assez important qui va vous permettre justement d'aller dans la stratégie, comme on le disait dans le cadre de la réforme, et d'améliorer le coût de traitement et notamment d'optimiser votre gestion financière. Je redonne la main peut-être pour parler de Invoice Hub dans ce processus. Tout à fait. Donc avant de passer à la démo, ça va pas tarder, je voudrais vous présenter ce que c'est faire Invoice Hub by Use. Alors, c'est tout d'abord un outil, une solution complète de P2P. Donc P2P, c'est quoi? C'est le Purchase to Pay. Donc c'est de l'achat au paiement de factures fournisseurs. Alors sur la partie achat, en fait, on va pouvoir créer et valider des demandes d'achat dans Invoice Hub. Si vous avez un outil d'achat métier, vous pouvez sans problème l'interconnecter avec Invoice Hub pour récupérer des commandes et puis les mettre en base de données et de manière à pouvoir les rapprocher lorsque vous recevez les factures. Et donc faire du matching de façon automatique. Concernant la capture, alors quelle que soit la source, vous allez pouvoir capturer donc les différentes factures, donc des emails, des scans, des photos, peu importe. Donc ça vaudra en attendant que la réforme soit en place. Et même quand la réforme sera en place, il s'agira donc de récupérer les factures sur le PPF ou via les interconnexions avec les PDP qui pourront les envoyer directement. Donc dans tous les cas, en fait, on parle bien de capture omnicanal maintenant ou pour la suite. Après, concernant l'enregistrement, on va aussi l'automatiser. Donc on va lire ce qu'il y a sur la facture. On va récupérer tous les champs nécessaires, la date, le fournisseur, le montant, etc. Et donc, on va libérer les comptables de cette tâche. Et ça, c'est un gain de temps de traitement immédiat. Ça veut dire on n'a pas besoin d'attendre la mise en place de la réforme à partir de l'année prochaine. C'est dès maintenant que vous pouvez gagner du temps avec ça. Et même à partir de la réforme, en fait, il faudra toujours comptabiliser les factures. Donc, Invoice Hub permettra d'avoir une affectation automatique en fonction des fournisseurs que vous allez traiter. Et donc, une fois de plus, gagner du temps sur la saisie comptable. Après, sur la partie validation, dans le cadre de la réforme, on a donc des statuts indiqués à l'administration fiscale. 4 sont obligatoires, mais on a jusqu'à 14 statuts qu'on peut gérer. Et avec Invoice Hub, je peux aussi gérer jusqu'à 9 statuts de validation à chaque étape. Je parle d'enregistrement, du paiement, etc. Et donc, on va pouvoir créer nos propres statuts de validation en fonction du type d'achat, du montant, de l'analytique, vers tel ou tel valideur, vers une ou plusieurs étapes de validation. Donc, ça va être très, très souple et ça va à la fois mettre ensemble les contraintes administratives liées à la réforme et vos propres besoins d'un point de vue fonctionnel. On va aussi automatiser les paiements avec la possibilité de gérer les bons à payer et les virements SEPA si vous n'avez pas d'interconnexion avec la banque. Les exports également, donc on peut envoyer les écritures à l'ERP de façon automatique à différentes étapes du processus en fonction de vos besoins. On peut aussi joindre la pièce jointe associée, donc la facture. Et comme n'importe quel comptable normalement est amené à réviser ses écritures en fin de période, ça simplifie beaucoup cette activité-là avec Invoice Hub. Toute cette partie-là, en fait, on parle aussi de no touch dans Invoice Hub by Use. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de contrôle, mais ce sont les critères que je vais choisir. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une facture EDF de moins de 500 €, je peux dire, tiens, systématiquement, elle est automatiquement envoyée en écriture dans l'ERP, mais uniquement ces factures-là et pas les autres. Donc, c'est vraiment un choix qui vous est propre en fonction de votre activité et de vos besoins. Et puis, dans tous les cas, même pour ces factures qui sont en no-touch, on peut toujours réviser en fin de période les écritures, il n'y a pas de souci. Il y a aussi des outils de recherche et de consultation. Donc, il faut savoir que l'outil de recherche d'Invoice Hub est très puissant. On peut retrouver les documents par n'importe quel mot-clé, par des critères de recherche
ou les deux associés. Et donc ça, c'est un gain de temps énorme au quotidien. On a un certain nombre d'outils de pilotage aussi qui permettent de consulter, d'optimiser, de piloter grâce à un tableau de bord et des indicateurs qui vont vous permettre en temps réel de mesurer votre productivité. Par exemple, nos documents traités, la durée d'enregistrement, le taux d'automatisation, etc. On gère bien évidemment la piste d'audit fiable parce qu'en fait, la facturation électronique, il faut comprendre que ça ne dispense absolument pas d'avoir une piste d'audit fiable. Et donc, InvoiceHub by Use propose cette piste d'audit. Et donc, on pourra tracer la véracité de l'opération depuis l'achat jusqu'au paiement. On a bien évidemment la possibilité de faire de l'archivage légal pour archiver les factures légalement pendant 10 ans. Donc, vous voyez qu'on a quelque chose de très très large et qui va bien au-delà même de la seule réforme qui n'est pas toujours simple, mais de la seule réforme de la facture qui arrive l'année prochaine. Si tu veux passer peut-être voilà, au stade suivant, merci Grégory. Donc, dernier élément avant de passer à la démonstration par Grégory, on va regarder comment InvoiceHub justement s'inscrit au cœur de votre écosystème économique dans le contexte de la facturation électronique. Donc, elle s'inscrit vraiment comme un portail collaboratif qui est au centre des flux. Ce portail, il va permettre différentes choses. Il va permettre d'assurer la collaboration entre les entreprises, clients et fournisseurs, et puis leurs experts comptables. Il va permettre de transmettre les flux de factures, les paiements et les statuts, ainsi que les flux de e-reporting, comme les user réformes, donc au PPF et aux destinataires. Et puis, il va proposer aussi à chaque entreprise utilisatrice différents services d'optimisation. Alors, on en a déjà parlé, mais c'est très important, c'est le service central dans la fonction PDP, d'émission et de réception de factures électroniques. Donc ça, dans l'objectif de Use d'être PDP d'ici la fin de l'année. Il va proposer également un dashboard de suivi qui va permettre une visibilité en temps réel du statut des factures, un chat collaboratif entre clients et fournisseurs qui va beaucoup faciliter les échanges en temps réel, et également un service de paiement fournisseur, un service de relance de créances clients, et puis aussi le contrôle de pérennité des fournisseurs et de la solvabilité des clients. Donc, vous voyez qu'en fait, ce portail, il a été vraiment pensé sur la base de vos attentes, de vos enjeux, et en fait, ça va être un accélérateur énorme dès à présent pour aborder la transition vers la facture électronique de manière aussi sereine que possible. Et du coup, je vais te relaisser la main, Grégory, pour la fameuse démonstration que tout le monde attend avec impatience, je suis sûr. On va passer à la démo live, hein, exactement. Alors pour ça, donc je vais arrêter le partage et je vais partager mon écran. Hop, alors je demande juste 30 secondes, voilà. Et c'est l'écran numéro 2. Hop, voilà, qu'on devrait voir normalement apparaître. Je vais prendre tout l'écran, voilà. Et je vais me connecter effectivement sur le portail facturation électronique dont tu parlais, Guillaume, qui est donc la fondation de notre future offre PDP. Donc, c'est-à-dire que très logiquement, ce portail que je vous présente va dès aujourd'hui s'interconnecter entre assujetti use, c'est-à-dire que d'un client use à un autre client use, je vais pouvoir déposer ma facture ou la récupérer comme je le ferai avec le portail de l'administration. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir déjà s'habituer au service avec la gestion des statuts, je vais vous le montrer dans la démo, avec la transmission à la réception des factures de manière automatisée. Si mon client n'est pas utilisateur use, je pourrais l'inviter. Si je ne souhaite pas l'inviter ou qu'il ne rejoint pas la communauté use, il recevra sa facture par email. Et dès 2024, à partir de la mise en place de la réforme, use s'interconnectera à ce moment-là avec l'annuaire de l'administration et ira déposer vos factures en émission directement sur le PPF ou à destination de la PDP du client, comme vous l'avez vu dans le schéma. Et si j'ai des factures qui sont disponibles sur le portail d'administration, Use les récupérera pour vous, les mettra dans votre tableau de bord et vous n'aurez plus qu'à les traiter. Je vais justement me mettre dans la peau de l'émetteur et du client qui utiliserait le portail de facturation de Use. Vous voyez le tableau de bord, hein, le portail qu'on voyait tout à l'heure dans la slide précédente est matérialisé ici. Moi, en tant que fournisseur, je vois le nombre de factures que j'ai émis. J'ai émis 28 factures pour un montant total de 151 000 €. Je vois également ma répartition par mois, le top client, donc à destination de qui j'ai mis mes factures, et je vois les factures que j'ai reçues en tant que client. Et j'ai acheté pour près de 280 000 €, la répartition de mes dépenses par période et mes top fournisseurs avec lesquels je travaille le plus. Je vais avoir deux espaces, un espace facture émise et un espace facture reçue. Je vais me mettre dans le cas du fournisseur dans l'émission de facture, donc dans facture émise. Et en un coup d'œil, en fait, je vais pouvoir voir le traitement de mes factures. Donc, on voit par exemple ici les statuts donc, qui sont demandés par l'administration. J'ai 6 factures qui sont mises à disposition de mes clients. C'est-à-dire que
mes clients, je leur ai transmis 6 factures qui n'ont pas encore pris en charge. Lorsqu'ils les auront acceptées, ces factures passeront dans le statut prise en charge. Il y en a 21 actuellement qui sont en cours de traitement par la comptabilité de mon client. Et puis, j'ai une facture qui est suspendue, on y reviendra. Elle a été bloquée ou rejetée, mise en litige, et je vais pouvoir avoir tout de suite les informations en temps réel, ce que je ne pouvais pas avoir lorsque je transitionnais, enfin, lorsque je faisais transiter ma facture par email ou par papier. Et je vais avoir une fonction de dépôt de facture. Donc, cette fonction va me permettre, lorsque j'ai une facture qui n'est pas au format facture X parce que mon outil ne l'édite pas ou que je fais mes factures au format Excel ponctuellement ou que j'ai des formats PDF que je mets en place avec un petit outil de facturation, de les déposer. Alors, 2 possibilités. Soit je les dépose manuellement ici, donc tout format standard ou bureautique, soit je peux interconnecter Use avec mon outil de facturation, comme je vous l'avais présenté dans le schéma. Et à ce moment-là, l'outil de facturation va envoyer au fur et à mesure les factures à Use qui les transmettra au client final sans que je sois obligé de les déposer. Le dépôt de facture, c'est ponctuel lorsque j'en ai besoin de temps à autre et que je ne souhaite pas passer par l'automatisation. Gardez en tête que Use vous laisse toujours la main pour avoir un processus individuel si vous le souhaitez. Voilà. Sur ma facture donc, que je souhaite envoyer, hop, je vais la récupérer alors c'est sur mon autre écran, je vais essayer de faire bouger la fenêtre. Hop, donc ici. Voilà, si je me mets là, vous devez voir ici. Donc j'ai une facture vidéo, d'accord, vidéo ici, que je vais simplement aller déposer, hop, dans ma fenêtre. Voilà, je clique sur déposer facture. Je prends ma facture qui est ici et je la fais glisser directement ici. Si c'est un format bureautique, Use à ce moment-là le convertira en PDF. Si c'est déjà un PDF, Use va extraire à ce moment-là le texte du document pour récupérer toutes les valeurs qui vont permettre de réaliser la facturation au format facture X, la date de facture, le numéro de facture, le montant, etc. Va automatiser également le traitement comptable de la facture de vente et je vais avoir à droite mon PDF lisible, le fichier XML, puisqu'une facture X en fait est composée d'un PDF signé verrouillé et d'un fichier XML également verrouillé, inaltérable. Et c'est ce fichier XML que prendra l'administration. Et votre client final, en général, va visualiser le PDF ici. Si ce n'était pas un facture X, mais un UBL ou un CE2I qui est un format complètement numérique, Use créerait en fait une facture lisible pour pouvoir visualiser les éléments et les contrôler. Là, ça me permet de contrôler ce qu'il a récupéré et qu'il a surligné les éléments dont il avait besoin pour générer la facture. Il y a bien tous les éléments ici. Il a détecté, je fais un zoom involontaire, que c'était la société Robin grâce à l'adresse. À terme, ce sera le sirène qui va être obligatoire, qui permettra de détecter que société Robin est le destinataire. Use va adresser donc l'annuaire de Use, il vérifie, il voit que c'est déjà un client existant, il voit que j'ai déjà communiqué avec le client, ma ligne de facture est générée, je n'ai plus qu'à envoyer cette facture et vous allez voir que le statut va changer. On va passer d'un statut donc brouillon qui est en train de transitionner vers l'émission, qui va passer sur un statut mise à disposition et qui passera ensuite sur un statut prise en charge. Voilà, ça vient d'être fait. Donc cette mise à disposition, c'est-à-dire que Robin n'a pas encore accepté ma facture et on va se mettre dans sa peau dans quelques instants. Et j'ai toujours 21 prise en charge qui changera lorsque Robin aura accepté. Sur ma facture suspendue dont je vous parlais tout à l'heure, Vinci, en rentrant sur la facture, je vais m'apercevoir que mon client a laissé, à travers la fonction de chat collaboratif qui est disponible sur le portail de facture électronique, que la marchandise n'a pas été reçue. Parfait, je n'avais pas l'information. Je me renseigne auprès de mon service logistique et je me rends compte effectivement que le service logistique n'a pas traité la commande. Apparemment, ça n'a pas été transmis à mon service. Je vais pouvoir répondre à mon client. L'émission de la commande a été réalisée entre-temps. J'ai vu sur le tracking de mon livreur transporteur que mon client a bien reçu la marchandise. Je vais pouvoir lui indiquer, OK, effectivement, il y avait eu une friction. La régularisation a été faite. La marchandise a été reçue ce matin. Je pourrais même mettre le lien de tracking si je voulais dans le commentaire. Alors, régularisation, j'ai été un peu vite. La régularisation, c'est presque aussi dur que dématérialisation. Donc, je valide mon commentaire et là, mon client va avoir la notification de quoi j'ai répondu à son commentaire. Il va pouvoir cliquer sur répondre et dire OK, en effet, bien reçu, je débloque la commande, la facture plutôt. Je débloque la facture. Et là, on a résolu un litige en quelques clics directement sur la facture sans être obligé de s'échanger des emails ou des coups de téléphone. Et je réponds au moment où je suis disponible, ce qui facilite et ce qui fait gagner énormément de temps dans la résolution des litiges. Je vais la fermer juste pour l'instant et je vais me mettre dans la peau
du récepteur, donc du client Société Robin. Donc, Société Robin, il aura accès à un portail également, hein, le nombre de factures émises et le nombre de factures reçues, parce qu'on est généralement en B2B à la fois fournisseur et à la fois client. Et je vais me mettre sur l'espace facture reçue. Et là, facture reçue, vous voyez qu'il n'y a que 2 statuts ici, un à accepter, un prise en charge, à accepter la facture vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Donc, elle est effectivement réceptionnée telle qu'elle a été émise tout à l'heure, hein, avec la date de facture. Les éléments ont été surlignés pour générer une écriture comptable en tant que client. Donc là, on est sur un compte de charge, non plus sur un compte de produit. L'analytique peut être également mis, le libellé est mis automatiquement. Use vérifie qu'il n'y a pas de doublon, qu'on est bien dans une période comptable ouverte et que tous les éléments sont équilibrés. À partir de là, je pourrai accepter ma facture et elle sera à ce moment-là prise en charge, hein, par mon service comptabilité ou par mon cabinet d'expertise comptable, suivant si j'ai un cabinet qui gère ma compta ou si c'est interne. Et à ce moment-là, si je reviens dans la peau de l'émetteur de vidéo, sur mon portail facture émise, eh bien, on voit que prise en charge est bien passée à 22 et je sais maintenant que Société Robin a pris en compte la facture pour la traiter. Donc, elle pourra poursuivre son traitement. Et comment ça va se matérialiser? Eh bien, dans Use, hein, si vous utilisez Use Business comme l'indiquait Guillaume, puisqu'il n'y a pas d'obligation d'attendre la réforme facture électronique pour l'utiliser, eh bien, quand je me connecterai, j'aurai un tableau de bord, comme on l'expliquait, qui va me permettre de visualiser en temps réel tout ce qui se passe en termes d'activité. Alors, j'ai peut-être oublié effectivement de réinitialiser ma plateforme. Je vais le faire en quelques instants pour que vous ayez bien l'aperçu quand même de ce que ça donne. Hop, mais vous l'aviez vu. Je voulais juste vous illustrer avec la facture vidéo. Hop, voilà. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que en un coup d'œil, en fait, je sais exactement ce qui se passe en termes d'activité. J'ai réceptionné 25 factures. Donc, à terme, vous comprenez bien que ces factures réceptionnées ici, qui le sont aujourd'hui par réception par email, par document papier scanné, seront récupérées du portail ensuite et apparaîtront ici. Donc, ce sera le cas au tout démarrage des factures EDF, Engie, Orange, Total, tous les grands fournisseurs. Mais vous pourrez récupérer les factures. Donc, ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur les espaces clients, où on allait se connecter pour récupérer la facture, c'est un peu fastidieux. Là, ça sera fait automatiquement sur le portail public de facturation. Les échanges de statuts, pareil, j'ai des échanges de statuts fonctionnels, hein, comme validation de paiement, validation, etc. Ils seront transformés pour répondre au format du statut d'administration tel qu'il est demandé. Et vous pourrez avoir des statuts qui sont propres à votre fonctionnement en interne. Use fera la transition entre les deux, la traduction entre les deux. Et donc là, si je réactualise, voilà, c'est maintenant à jour, eh bien, ma facture vidéo, quand elle est acceptée, elle apparaîtra ici. Hein, je suis connecté en tant que comptable sur l'application Use. Et en tant que comptable, je pourrais rentrer sur la facture. Je pourrais vérifier les éléments, comme on l'a vu tout à l'heure, mon écriture comptable qui est automatisée. Je pourrais même gérer, si je souhaite, un budget, visualiser ici ce que j'ai entamé effectivement sur mon budget, ce qui reste disponible, ce qui a été facturé, etc. Je vois qu'il y a un petit point vert parce que, effectivement, c'est un facture X, c'est le fichier XML. Hein, donc, Use, c'est déjà géré le facture X. Je peux prévisualiser également l'écriture comptable telle qu'elle sera émise dans mon outil comptable ou mon ERP. S'il y a un souci, je peux la bloquer. Et à ce moment-là, elle sera rejetée, non acceptée, comme on l'a vu tout à l'heure sur le portail facturation électronique. Je pourrais la renvoyer à l'étape précédente. Si je suis valideur, par exemple, je ne suis pas d'accord avec l'imputation comptable. Si tout est OK, je peux l'enregistrer et elle partira à ce moment-là dans mon circuit de validation interne que je peux configurer. Et c'est mon valideur qui va la récupérer. Je passe à la facture suivante. Donc là, c'est une photo, par exemple, d'un ticket, hein, puisqu'on expliquait qu'on peut prendre également en photo, hein, c'est autorisé jusqu'en 2026, mes factures et les mettre dans le système. Et ici, ce qu'on va voir, c'est que j'ai un suivi, hein, et ma facture vidéo, je la retrace tout de suite grâce au tableau de bord, elle est dans les mains de monsieur valideur en traitement. Et je vois tous les autres statuts des autres factures. La facture d'Orange dans les mains de monsieur valideur également, Bruno, Fnac et Engie qui sont en cours de paiement chez monsieur payeur, et le responsable informatique qui est en attente de validation d'une facture d'elle. De cette manière-là, je vois tout de suite ce qui est en train de se passer. Si une facture est bloquée de mon côté, je la vois aussi et je peux la traiter en priorité. Si je me suis fixé 7 jours pour traiter une facture, pareil, si elles sont en retard, je les vois immédiatement ici. Et on parlait de recherche par mots-clés, simplement en tapant un mot qui figure sur le document. Dès lors que ce mot est retrouvé sur une des factures, même au-delà d'un an, je la retrouverai tout de suite parce que sur la facture, tous les mots qui composent la facture ont été mémorisés, même un scan papier, hein, ça devient des éléments qui sont utilisables pour retrouver la facture ou le document. Ça aurait pu être le numéro EAN, ça aurait pu être la référence produit, le numéro de la commande, numéro de facture, etc. Donc c'est très puissant
Et ça me permet également de faire des plans de classement qui permet de retrouver toutes les dépenses informatiques, les factures non parvenues, etc. Et puis les statistiques également qui permettent de voir mon automatisation, combien de factures j'ai traitées. Donc ça va au-delà de ce qu'on voyait avec le portail, hein, c'est encore plus granulaire. La durée de traitement, la durée de validation, d'enregistrement, mes fournisseurs les plus récurrents en montant, mais aussi en nombre de factures, ce que je peux optimiser pour améliorer encore plus mon automatisation, mais elle est déjà pas mal à 95%, etc. Et là, c'est un vrai cas client, hein, qu'on a anonymisé, mais on voit également comment on a reçu des documents, les factures, etc. Donc voilà pour vous présenter de manière la plus synthétique possible le fonctionnement à la fois du portail facture électronique et de l'intégration dans Use Business Edition qui est déjà disponible pour pouvoir automatiser vos tâches, que ce soit des factures papier ou numériques, et gagner du temps effectivement avec une visualisation temps réel de tout ce qui se passe et la retransmission de ces éléments évidemment à votre outil ERP ou à un autre outil type BI ou trésorerie. Je vais arrêter là parce qu'il est déjà 51 et je me dis que si on a des questions, ça nous laissera le temps d'y répondre. Il y a une question Grégory justement là sur quelle est la différence entre cette interface et celle d'avant, facture émise, facture reçue? Oui, alors l'interface d'avant est un portail de facture électronique, c'est-à-dire que je pourrais donner le rôle à quelqu'un dans mon entreprise pour se connecter, voir l'activité et voir les factures émises si c'est une personne. On avait l'habitude avant de recevoir par exemple les factures au service courrier. Service courrier ouvrait les enveloppes et redistribuait par exemple les factures aux valideurs concernés. Ici, c'est un principe numérique. C'est-à-dire que je peux très bien habiliter une personne à dire, voilà, quand il y a des factures, tu les vérifies et alors là, ce serait plutôt dans les factures reçues, tu les vérifies et tu les envoies vers le bon destinataire ou tu les enregistres et You les envoie vers le bon destinataire. Et ça va permettre, par exemple, si je sais qu'il y a une facture où on n'a pas reçu la marchandise, de pouvoir la bloquer tout de suite. Ou alors, ça peut être un valideur qui a le rôle et qui a accès au portail. Ça peut être, on peut l'avoir de différentes manières. En tout cas, ce portail est accessible par un rôle. Il permet de préqualifier la facture en vue de la traiter ensuite dans le tableau de bord ici. Mais je pourrais tout à fait imaginer que cette facture arrive directement ici et que je l'enregistre ici, que j'accepte ici et qu'elle met à jour le statut dans le portail. Ce sont donc en fait des écrans complémentaires. Très bien. Avant de passer aux questions, il y a une petite conclusion là. Je ne sais pas si jamais tu veux Oui, c'est vrai que c'est passer moi sur qui ai la la partie main. slide. Exactement, tu as Absolument. raison. Tu as raison. Pourquoi choisir effectivement une solution dès maintenant? Alors, j'essaie de l'expliquer effectivement sur la partie démo. Peut-être sur la partie use, je vais décrire pourquoi et sur la partie système, je te laisse la main également, Guillaume. Sur partie use, vous avez compris qu'on a l'ambition de devenir PDP, donc on sera immatriculé d'ici la fin de l'année. En tout cas, on a déposé notre réponse au cahier des charges que demande l'administration. Les notifications pour tous les acteurs qui ont déposé leur dossier cette année ne sera émise qu'à la fin de l'année, donc on ne pourra pas communiquer avant. C'est pour éviter une concurrence déloyale que l'administration souhaite communiquer de manière globale à la fin de cette année tous les acteurs qui auront été certifiés. On a cette ambition-là. Donc vous aurez un acteur qui sera prêt pour la facturation électronique. Une plateforme collaborative à la fois pour les clients et les fournisseurs, comme je vous l'ai montré, où vous pourrez inviter également clients et ou fournisseurs à utiliser l'application s'ils ne l'ont pas et ils pourront l'utiliser gratuitement. Comme ça, vous pourrez échanger sur le statut des factures. Une vocation également internationale. Vous avez compris que Use est déployé dans beaucoup de pays, plus de 40, dont des pays qui sont soumis à la réforme. Et on va faire en sorte, effectivement, de pouvoir récupérer et interpréter tous les formats adoptés par les pays, puisque la France a adopté le format FactureX, UBL-C2I, d'autres pays ont adopté d'autres formats comme le Norma AE, par exemple, qui est un format qu'on n'utilise pas en France. Mais l'idée, c'est comme il y a une vocation internationale, c'est de pouvoir traiter tous les différents formats de factures des différents pays. Et puis un service de gestion optimisé. Dès cette année, on va proposer des services de relance de paiement. Donc, si vos clients ne payent pas, de la possibilité de voir toutes les factures non payées, de relancer vos clients à travers un outil automatisé, de faire du scoring pour voir si vos clients sont à risque ou pas. Et si vous êtes client, voir si vos fournisseurs également sont viables et si vous pouvez travailler avec eux. Donc, c'est tout un tas de services de gestion optimisés qu'on va proposer également dans l'offre Invoice Hub Use et qui vont apporter des services complémentaires. Et donc, je vais compléter ça concernant système. Donc, le message essentiel pour moi, c'est ne traînez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on présente là, c'est un outil qui est très ergonomique, qui est d'une grande puissance de traitement, mais il faut en amont avoir une réflexion pour comprendre la réforme, son impact sur vos outils, sur vos processus, sur les acteurs. Et donc ça, en fait, l'outil seul ne peut pas le faire. Et donc, système,
par son expérience de la transformation digitale, par la connaissance de ses clients, est à même de vous accompagner dès l'amont dans cette réflexion. Donc, on a effectivement 26 ans d'expérience. On est intégrateur certifié des meilleures solutions du marché. Et donc, typiquement, on a plusieurs chefs de projet certifiés Use. Donc, on est tout à fait à même de vous accompagner de A à Z sur la mise en place de ce genre de projet. On a donc une présence internationale et un maillage local qui permet vraiment d'avoir une vision très générale et en même temps une compréhension précise locale de vos besoins à vous. Et donc, tout ça pour vous accompagner au long cours, donc sur ces projets-là, comme sur d'autres, liés à la transformation digitale documentaire. Donc, je vous propose peut-être, c'est voilà, maintenant, pour toute question et réponse et besoin de compléments, n'hésitez pas à contacter donc Mathieu de Carvalho, donc vous avez ses coordonnées à l'écran. Et puis, si vous avez des questions, je ne sais pas si Laura, il y a des questions On a qui beaucoup sont de en questions. stand-by. Ah ouais, c'est un sujet qui suscite beaucoup de questions en général. C'est ça. Donc, alors, on a Laetitia qui nous demande comment traiter les factures en intragroupe. Doivent-elles passer par le PDP également? Alors, il n'y a pas d'obligation à passer par une PDP, je veux que ce soit clair parce que le PPF est un service minimum que l'administration propose gratuitement. Toutefois, vous avez compris à travers nos démonstrations que le PDP, effectivement, apporte plus d'éléments opérationnels. Et c'est le cas notamment dans les facturations intragroupes. Alors, les facturations intragroupes, ça fait partie des 35 ou 36 cas d'usage référencés par l'administration. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains cas qui échappent à l'automatisation, on va dire simplifiée, du modèle de transmission en fait, de la facture d'un acteur à un autre. Donc l'intragroupe, ça sera géré d'une certaine manière. Je n'ai pas encore la réponse actuellement, puisque ça fait partie des groupes de travaux qui sont menés par la DGFiP et la IFE. Voilà, mais ce sera pris en compte en tout cas par l'administration, la facturation intragroupe, et les PDP auront mission effectivement à faciliter cette transmission d'informations. Voilà. Et donc, pour suivre, le PDP Use peut-il se paramétrer pour un groupe de plusieurs sociétés? Oui, j'attendais de vous répondre parce que je sais qu'il connaît la réponse. Oui, bien sûr, on peut être sur plusieurs groupes. Vous avez dû le voir sur la démonstration, j'avais plusieurs sites donc je peux avoir plusieurs sites. Je peux avoir un profil qui me permet de voir certains sites, un profil qui me permet de tout voir. Je suis le dirigeant du groupe, par exemple. Et sur certaines entités, le valideur ne verra que les entités qu'il gère. Le comptable, si la compta n'est pas centralisée, ne verra que la compta des établissements qu'il gère. Et si la compta est globale, je verrai l'ensemble des groupes que je gère en compta. Mais je vais pouvoir effectivement limiter la visualisation dans un même groupe à certaines structures pour certaines personnes. Donc, je peux sans problème gérer effectivement plusieurs entités sur un même groupe dans le même outil. Ok. Quelles sont les nouvelles données à inclure dans la facture X par rapport aux obligations actuelles? Question de Patrick. Alors, donc c'est les fameuses mentions dont je vous parlais effectivement. Donc, il y a évidemment le sirène du client, ça vous l'avez compris. Donc, le sirène du client, c'est utilisé pour le trouver dans l'annuaire et diriger la notification de réception de facture. La date d'émission de la facture, évidemment, la date d'achat, de remise ou de bien d'appréciation de service, la date de paiement, le délai de paiement consenti au client. Ça fait partie des mentions obligatoires. Les 4 plus importantes à retenir, donc numéro de tirette, adresse de livraison, identification des opérations facturées et option du paiement de la TVA au débit. Voilà, ce sont les 4 nouvelles mentions obligatoires utilisées dans le cadre de la réforme. Dans les types d'opérations, c'est livraison de biens, prestation de services, opération mixte. Ça permet de distinguer le régime en fait de TVA. Parfait. Par rapport donc plutôt au logiciel, est-ce qu'il peut y avoir un rapprochement entre la facture et les bons de réception? J'imagine que c'est bon de livraison. Tu veux répondre, Guillaume? Oui, quand on parlait tout à l'heure sur la partie P2P, effectivement, on va bien faire ce rapprochement à 3 niveaux, donc avec le bon de commande, le bon de réception ou livraison, si on a bien compris la question, et puis la facture. Donc il y a bien à ces 3 niveaux qu'on va pouvoir rapprocher. Est-il possible de rajouter des comptes comptables et analytiques pour la comptabilité? C'est même tout l'objectif de Invoice Abuse, c'est que vous avez dû le voir dans la démo, je vais essayer de voir si je peux repartager, mais vous avez en fait en automatique la facture qui est traitée avec
le compte de charge, je le remets ici, 613, par exemple 12 000 ici. Donc, je suis ici sur une TVA exonérée, j'ai mon budget, mon libellé s'est remis, ma nature analytique et mon centre de coût. Ça, c'est mémorisé. Je peux, si je le souhaite, laisser des cellules libres pour que l'utilisateur remplisse certains champs qui peuvent varier systématiquement, par exemple. Ou alors dire, je le mémorise et il se remet automatiquement pour le fournisseur Google parce que ça ne concerne Google que le marketing, c'est des achats de blocs de pub je l'inclus sur tel site. Voilà. Et je peux le changer à la volée. Je peux avoir un modèle, donc il me met online par exemple par défaut et je peux dire exceptionnellement, cette fois-ci, j'attribue la dépense sur le siège. Voilà. Mais c'est préimputé, effectivement, et c'est lié à vos habitudes d'imputation comptable parce que c'est. Ah, on t'entend plus, Grégory. On t'entend plus, Grégory, oui. Non, on t'entend plus du tout. Je sais pas si c'était moi ou toi. Mais effectivement, c'est préimputé et c'est tout l'intérêt du logiciel Invoiced by You, c'est en gros, on peut insérer complètement le plan comptable et les axes analytiques tels qu'on les souhaite, et donc à la fois les pré-renseigner et les modifier à la volée. Voilà, Si très bien, Grégory, merci on t'a d'avoir récupéré. complété. Oui, je suis revenu. J'ai un petit faux contact sur le câble et ça a basculé sur le micro du casque que je n'ai pas sur la tête, donc ça ne marchait pas. Et donc, je vous propose une dernière question. Comment Use reconnaît les comptes comptables? Alors, Use ne reconnaît pas les comptes comptables en tant que tels, évidemment, puisqu'il ne peut pas déterminer que ça va être tel compte, c'est en fonction de ce que vous souhaitez imputer. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mémoriser en fait un compte par rapport à une facture. Donc, par rapport à Google ici, il va mémoriser que pour Google, il va présenter le compte 613 12 000. Et si dans 80% des cas, c'est le compte que je vais utiliser parce qu'il me fait que de la pub, Google, et que exceptionnellement, peut-être une fois de temps en temps, je vais imputer un autre compte de charge, je vais mémoriser ce modèle-là. Le gros avantage, c'est que comme on fonctionne sur du machine learning, il n'y a pas de règles à mettre en place, il n'y a pas de notion de mots spécifiques à reconnaître qui pourrait induire en erreur l'outil. Et donc, il y a quasiment une fiabilité exceptionnelle parce que ça remettra toujours le compte de charge que vous souhaitez. Et le jour où vous souhaitez le modifier, puisqu'on peut prévisualiser, de toute manière, on peut rentrer sur la facture ou même quand on traite en masse, prévisualiser la facture, je peux, comme le disait Guillaume, à la volée, modifier de manière exceptionnelle un compte de charge qui ne rentre pas dans la règle des 80 ou 90% de cas où c'est le compte de charge que j'avais mémorisé. Donc, le machine learning est la réponse en fait à la proposition de compte qui va être ici. Et je peux mettre plusieurs lignes, je peux mémoriser plusieurs lignes, bien entendu, et je peux avoir plusieurs lignes et choisir une des 3 lignes sans être obligé à chaque fois de remettre la ligne. Il y a tout un mécanisme en fait qui fait que vous allez gagner du temps grâce à de la mémorisation d'imputation comptable liée au fournisseur ou liée à certaines informations. Bon, on a passé une bonne heure ensemble. Grégory, est-ce que tu viens remettre, s'il te plaît, le slide juste pour sur les coordonnées de Mathieu, au cas où. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Je ne sais pas si Laura, il y a d'autres questions, mais on peut sans problème vous aussi vous recontacter et vous faire des réponses par mail ou par écrit, faire des rendez-vous personnalisés pour parler plus en détail de vos problématiques et de vos questions auxquelles on n'a pas répondu aujourd'hui. Donc, on remercie tous pour votre présence, pour votre attention, pour vos questions pertinentes. Et puis, n'hésitez pas à contacter Mathieu et à nous contacter pour vos projets. Merci Grégory, merci Laura. Merci Merci Guillaume. à tous. Merci Laura, à Et à bientôt. bientôt. Bonne journée. Au revoir.